Sans plus tarder, j'appelle d'emblée pour cette 4e table ronde de la journée nos amis de la Banque de France avec Maurice Homs, qui est notre correspondant national start-up pour le French Tech Central. Je pense qu'on peut l'applaudir, tu peux prendre place. J'invite également Mathilde Lardeur, qui est banquière itinérante à la Nef, qu'on peut applaudir également. Je t'invite à t'asseoir. Nous aurons un représentant de la Caisse d'épargne, Romain De Keyser, qui est là et qui est un influenceur fou sur LinkedIn. J'ai vu quand tu as posté ton post, vous étiez juste 200. Je t'invite à prendre place et on peut l'applaudir également. Voilà. Donc, Romain qui est responsable du développement innovation et Green Business. Et c'est pas mal déjà pour cette table ronde. Est-ce que j'oublie quelqu'un, Laurie? Personne? Oh, les BPI, ils n'ont pas pu venir? C'est pas grave. On fera 100. Merci à vous. Et sans plus tarder, on va avoir une petite demi-heure ensemble, enfin une grosse demi-heure ensemble, un petit 40 minutes ensemble. L'objectif, c'est d'être interactif, c'est-à-dire qu'on ne va pas être dans des questions uniquement verticalisées. Le plus important, c'est surtout que notre audience et celle qui est en ligne puissent avoir réponse à leurs questions. Donc, il y aura une séquence de questions-réponses en fin d'échange. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en tant que banquier, alors la Banque de France, c'est un peu particulier, je t'inviterai à nous expliquer qu'est-ce que fait la Banque de France, mais de manière globale, et là, vous avez les micros à votre disposition, est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que l'innovation est mieux financée qu'il y a 5 ou 10 ans? Ouais, de manière très globale. Alors vas-y, s'il te plaît, Romain. Tu dois tirer, non, tu vas appuyer sur le bouton mute, démute. Là, ce sera mieux, ouais, effectivement. Donc, bonjour à tous, Romain De Keyser. Donc, effectivement, je suis responsable de l'accompagnement des entreprises innovantes pour la Caisse d'épargne de France. Et alors, pour répondre à ta question, Sam, oui, parce que ne serait-ce qu'il y a 2-3 ans déjà, le type de poste que j'occupe aujourd'hui n'existait pas. Donc, ce qui fait que les banques avaient du mal à vraiment adresser cet écosystème innovation, à le comprendre, à vouloir aussi mettre de la ressource humaine sur ces sujets-là, parce qu'aujourd'hui, c'est pas qu'une question entre guillemets de projet à financer, c'est surtout une question de personnes qui peuvent comprendre cette typologie nouvelle d'entreprise à accompagner. Et je pense que oui, au niveau financement de l'innovation, il y a beaucoup plus de ressources disponibles. Bon, l'État a aidé via les dispositifs qui ont été mis au sein de BPI, qui aujourd'hui, on va le dire, c'est le premier comme financeur de l'innovation aujourd'hui, c'est BPI, mais également dans la mise en place de garanties qui ont fait que nous, les banques plus traditionnelles, on a pu commencer à accompagner cette typologie de projet. Excellent. C'est vrai que tu nous as manqué pendant le Covid, parce qu'on avait des entreprises qui avaient des besoins un peu spécifiques et que l'interlocuteur est primordial pour faire comprendre les métiers de la banque et ceux de notre tissu économique, mais on y reviendra. Je me retourne vers toi. Est-ce que tu as la même réponse? Est-ce que tu penses qu'il y a eu une évolution positive depuis quelques années sur le financement de la croissance de nos entreprises innovantes? Alors moi, je m'appelle Mathilde, du coup, je suis banquière itinérante à la Nef. La Nef, c'est une banque un peu particulière. On est vraiment une toute petite banque, du coup, qui finance que des projets engagés, soit dans l'environnement, le social et la culture. La Nef, ça a été créé il y a 40 ans. Et il y a 40 ans, on finançait déjà l'innovation à la Nef. Incroyable. Mais c'était des innovations qu'on connaît tous aujourd'hui, qui s'appellent l'agriculture bio. À l'époque, c'était innovant et les banques traditionnelles n'y allaient pas. Et c'est pour ça qu'on a été créé à la Nef. Historiquement, à la Nef, on finance... on est toujours resté hyper ouvert sur les sujets d'innovation, mais d'innovation à impact. Et ces dernières années, on a continué en se disant que on devait s'ouvrir et que maintenant le bio, la caisse d'épargne, la finance, le crédit agricole, etc. Et qu'on devait s'ouvrir du coup à d'autres innovations dans plein de secteurs différents. Et on a l'écosystème aujourd'hui pour comprendre, avec les incubateurs qui sont là aussi pour aiguiller les interlocuteurs bancaires, etc. sur tous les types d'innovations qu'on peut voir aujourd'hui qui sont très impressionnantes. Excellent, d'accord. Donc 40 ans d'innovation déjà à l'actif. Bravo à toi. Et alors pour ce qui est de la Banque de France, d'abord, quel est le rôle de la Banque de France? C'est quoi? Avant de te demander une vision peut-être un peu macro sur cette question. Alors, la Banque de France, c'est une institution financière, un peu plus de 222 ans d'innovation, parce que le billet, c'est quand même un produit super innovant. Mais on n'est pas une agence de com, donc on ne communique pas beaucoup là-dessus. Il y aurait beaucoup à dire. Une Banque de France, une banque centrale, c'est une institution financière. Elle a ses missions, c'est des services à l'économie, c'est veiller
à la stabilité financière et développer une stratégie monétaire. Donc on parlera d'inflation, c'est ça qu'on va suivre. Nos services à l'économie, ça nous amène à être présents et à nous intéresser aux acteurs économiques, aux entreprises, aux particuliers, etc. Pour les entreprises, notre job, c'est d'analyser un risque de crédit, donc en collectant des bilans et en attribuant une cotation qui est un peu un label qui dit, qui est un pivot de décision, qui dit le crédit de cette entreprise, il est bon, il n'est pas bon, donc ça va aider à flécher vers. Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que dans les entreprises qu'on va analyser, alors pas toutes, parce qu'il y a 4 millions d'entrepreneurs en France, hein, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a 20 à 25 000 startups. Donc on voit qu'il y a quand même un gros écart entre un écosystème de l'innovation, un écosystème tech dont vous êtes dedans, vous le comprenez, mais il faut voir que 99,3% des entreprises ne sont pas des entreprises de type start-up, c'est des entreprises qui sont basées sur un modèle qui est un modèle traditionnel, c'est ce qu'on appelle nous un modèle de rentabilité. Les cash flows sont au service de la dette. Et la dette, c'est le banquier. Et dans les start-up, en fait, on s'aperçoit d'un nouveau modèle d'entreprise. C'est un peu mon job, à la Banque de France, c'est de dire, mais ces sociétés-là, est-ce qu'on les analyse comme on analyse les autres ? Est-ce qu'on prend le résultat et les cash flows pour dire si elle est performante ? Sur des start-up, ça ne marche pas. Et ce n'est pas parce qu'il y a des pertes que l'entreprise est en difficulté. En fait, c'est même offensif. C'est voulu, c'est du cash burn, en fait, mais c'est le reflet d'un choix stratégique. Voilà. Donc là, on s'adresse à 0,7% des entreprises qu'on va analyser, mais ce 0,7%, il porte des enjeux de transformation de notre société, et donc on est attentif à la Banque de France à suivre ces entreprises. Donc moi je suis correspondant national, déployer un réseau de soutien aux startups, on les accompagne dans leur recherche de solutions de financement. Donc là, c'est le dispositif French Tech Central, donc très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui, d'une part, et d'autre part, on attribue une cotation, on parle plus au scale-up, pour parler en temporalité, on parle plus au scale-up et on attribue une cotation en tenant compte des spécificités de croissance de ces entreprises. Je t'en reparlerai de la cotation si tu veux. Sur la question de l'écosystème en général, oui, il s'est adapté. Parce qu'en fait, ce 0,7% là qui est arrivé de nouvelles sociétés, c'est du flux, c'est des clients et les banques ne savent pas les capter. Ne savaient pas. Alors déjà, elles sont un petit peu disruptées par les fintechs. Donc elles regardent les startups avec à la fois clients concurrents, en se disant c'est quoi l'offre de valeur, pourquoi je ne le fais pas. Donc il y a vraiment un regard fort déjà au départ sur la partie fintech. Fintech, c'est 1500 à peu près startups en France, au niveau en global. Mais dans celles qui vont compter, il y en a une centaine, quoi. Et là, c'est le domaine qui a progressé. Par exemple, l'année dernière, c'est plus 45% de CA, quoi, avec une orientation internationale, etc. Donc il y a une vraie marque d'attention de la part de toutes les banques françaises et même internationales sur à la fois les nouveaux modèles économiques, mais aussi leur capacité à s'adapter à des problématiques nouvelles en apportant des solutions nouvelles. C'est exactement ça. Ok. Et comment tu... Alors, on peut parler un peu de cotation, parce que ça reste important. Une banque traditionnelle va regarder aussi la note d'une entreprise pour savoir lui attribuer ou pas le prêt nécessaire. Alors, il y a plusieurs critères avant ça. Hein. Si le conseiller ne comprend pas, on reviendra avec toi là-dessus, le modèle économique, il peut mettre un frein psychologique, parce que le risque n'est pas compris, donc est considéré comme trop important. Mais derrière, la note est beaucoup plus importante, parce qu'elle va donner la capacité d'endettement ou non. Comment vous intervenez là-dessus et comment ça se passe, ce système de cotation ? La cotation, c'est un échange, c'est un exercice annuel, parce qu'on cote une information. Chaque année, il y a un bilan. Donc premier temps, un exercice annuel d'entretien avec le dirigeant. En fait, ce qu'on souhaite, c'est pas coter un bilan, mais c'est coter une entreprise. Et ce qui veut dire qu'il faut intégrer des informations extra-financières. Donc il y a un volet financier, c'est la cotation telle que les métriques de l'entreprise le laissent à penser. Et là-dessus, les outils d'analyse qui sont basés sur des modèles classiques qui ne sont pas bons. Donc il faut que nous, à la banque, on sorte du process de traitement, parce qu'on a un flux de traitement de 300 000 bilans. Donc on ne va pas faire tout ça à la main. Hein. On avait il y a 10 ans des stagiaires qui venaient, peut-être qu'il y en a parmi vous, qui saisissaient l'alias fiscal. Ah oui. Ouais, 2050 à 2051C, c'était l'alias fiscal, et puis on commençait par YC, c'était le chiffre d'affaires, et puis ils tapaient le montant. Puis comme il y avait des contrôles qualité pour le total, heureusement que l'actif est égal au passif, sinon, et on vérifiait que c'était bon. Donc ça, c'était il y a 10 ans, mais il est complètement changé. Je veux dire, c'est complètement internalisé, c'est des flux de traitement. Pour les startups, nos fameuses 0,7%, ben on a mis des flags dessus, avec l'aide de réseaux de correspondants, et on dit on les sort et on les traite à part. Avec des stagiaires. Justement pas, avec des experts.
Alors, parmi les experts, il y a Peggy Peggy qui est Marquis. ici, voilà, et Mimoun. Alors, Peggy, elle est correspondante start-up pour la région Hauts-de-France, et Mimoun, il est analyste start-up. Donc, on a regroupé des équipes de correspondants, un par capitale, French Tech, et on a formé une 60aine d'analystes start-up pour traiter ces dossiers spécifiquement, pour que ces analystes-là, ils comprennent ce dont il est question. C'est-à-dire qu'on va leur parler d'ARR, on va leur parler de churn, et puis eux, si on ne leur en parle pas, ils vont se dire il y a un truc bizarre. Donc nos analystes, nos correspondants, donc on s'est maillé un petit peu sur ce réseau. Et ce qu'on dit aux startups, c'est si on doit analyser votre bilan, il va nous manquer quelque chose d'essentiel, c'est votre business plan, c'est vos perspectives. Sinon, on ne pourra pas bien faire le métier. Donc pour analyser un bilan de startup, il faut qu'on ait un peu de recul sur sa vie pour voir un peu ce qui s'est passé. Ça donne une information, mais je pense que l'essentiel, il est dans la trajectoire, dans le business plan, parce qu'en fait, c'est d'abord et avant tout, ça reste un projet. Voilà. Mais on est capable de mettre des cotations de bon niveau à des sociétés, même en perte, à partir du moment où il y a un soutien et une visibilité. Donc ça, c'est nos clés sur lesquelles on travaille en permanence pour être au plus près de la réalité. Et ce qui nous intéresse en étant ici, c'est de passer ces messages. Parce qu'effectivement, sinon, on va se retrouver avec des cotations qui sont plutôt, a priori, freins, d'accord, alors qu'on est sur des sociétés qui ont besoin de tout, sauf de freins. Voilà. Donc on est embarqué ici avec une équipe, donc une vingtaine de correspondants, et puis la formation d'analystes. Bah écoute, merci pour cette précision. Donc on sait un peu plus ce que fait la Banque de France et comment elle interagit avec notre écosystème en particulier. Donc toi, tu es responsable start-up au niveau national. Et effectivement, tu l'as rappelé, le French Tech Central est un dispositif de mise en relation directe entre notre écosystème de la tech et l'innovation et la Banque de France. On a effectivement de super correspondants, une super correspondante pour la région Hauts-de-France. On a aussi des masterclass qui ont déjà eu lieu, soit l'ancienne directrice régionale, et prochainement, j'imagine, on a un échange prochain, cette semaine, avec le gouverneur de la Banque de France. Ce sera à Arras, et c'est co-organisé avec la communauté French Tech Artois. Et l'objectif, c'est effectivement de créer ce lien de confiance ou le renforcer davantage, ce qui n'existait pas il y a encore quelques années. Donc c'est une très bonne chose à prendre en compte. Le problème, c'est que les entreprises n'ont pas conscience ni de ce que c'est que la Banque de France, voire l'existence de la Banque de France, et encore moins qu'elle peut faire appel à ces services. Et il y a aussi des services de médiation. Ça arrive quand il y a une mécompréhension de la part de la banque de détail qui ne va pas forcément aller dans le sens du développement économique pour des raisons qui sont peut-être argumentables ou contestables. Mais comme tu l'as dit, Romain, tu es arrivé en poste il y a quelques années parce que c'était un poste manquant, c'est un nouveau poste, responsable de l'innovation. Alors Green Business, on va le mettre de côté pour un premier temps, mais l'innovation au sens large, moi ce qui m'importe, c'est quoi ton quotidien ? C'est quoi responsable du développement et de l'innovation au sein de la Caisse d'épargne Hauts-de-France ? Mon quotidien, c'est avant tout de rencontrer des entrepreneurs innovants, donc sur toute la région des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui, en fait, moi, j'ai un peu cette casquette justement d'être un banquier, comme je le dis, de start-up et de scale-up. Donc mon rôle, c'est vraiment par rapport à un banquier traditionnel très classique qui, dès qu'il va voir de toute façon un EBITDA, enfin un résultat négatif, va faire un arrêt cardiaque et se dire qu'il ne peut pas se financer. Moi, c'est plutôt justement en rendez-vous d'aller plus loin que juste que les chiffres, de comprendre, on va dire, vraiment le business model, la construction des revenus, l'histoire aussi, l'equity story de la boîte, et aussi de se projeter avec l'entrepreneur sur l'après. C'est là aujourd'hui où je pense que le banquier innovation a un rôle assez fondamental. Alors déjà, pour rebondir sur ce qu'a dit Maurice, par exemple, aujourd'hui, un banquier de l'innovation, entre guillemets, il est référencé naturellement par son écosystème innovation. Et ça veut dire que moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, justement, des startups qui avaient des soucis de cotation Banque de France et pour qui ça pouvait poser souci pour obtenir certaines garanties publiques type BPI ou autre, d'appeler directement justement Peggy qui est dans la salle, de parler directement de ses dossiers clients et de voir justement comment ensemble on peut faire évoluer la cotation pour que moi derrière je puisse intervenir en financement et que l'entreprise puisse maintenir son développement. Donc déjà c'est le gros avantage, je dirais, d'un banquier innovation et de ses postes nouveaux. Alors moi je vais parler forcément plus pour la Caisse d'épargne de France, mais il y a d'autres référents innovation dans d'autres banques de la place. Mais c'est vraiment ça, on va dire c'est un acteur qui va vous accompagner et qui va être en lien avec l'écosystème. Donc ça veut dire qu'il connaîtra déjà les acteurs du venture capital, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il y a des besoins qu'on s'imagine qui peuvent être adressés en dette, vont être plutôt des fois des sujets de fonds d'investissement.
Vice-versa, c'est un acteur qui va être en lien aussi avec les fonds d'investissement qui peuvent vous accompagner aujourd'hui ou certains business angels, donc qui va être référencé naturellement par l'écosystème. Et c'est vraiment en fait cette logique d'écosystème qui est importante dans un premier temps dans le métier que j'exerce aujourd'hui. Donc c'est-à-dire les journées comme aujourd'hui à rencontrer, on va dire un peu tous les acteurs, c'est important pour moi parce que ça me permet déjà de voir un peu les projets émergents, mais surtout aussi d'être déjà dans un premier échange ouvert qui va être plus décontracté et beaucoup plus des fois utile que juste un rendez-vous où on est un banquier costard-cravate d'un côté puis un entrepreneur en stress avec son BP de l'autre à se dire est-ce que ça va passer, est-ce qu'il va vouloir me suivre. Je vois que tu accompagnes une volumétrie, là je vois la slide qui arrive, une certaine volumétrie d'entreprise de manière assez transsectorielle. Mais avant ça, est-ce qu'il y a un moment clé pour venir voir là, tu vas te faire l'émissaire de tous les banquiers en charge de l'innovation de toutes les banques. Est-ce qu'il y a un moment clé ou alors on peut venir n'importe quand? Alors, il y a, je pense, le moment où ça a réellement du sens pour le banquier, c'est surtout le moment où on va avoir déjà un premier MVP validé et où on sent qu'il y a un début de traction de revenus, ou du moins il y a des premiers POC qui émergent, etc. Parce que le banquier, c'est ce qu'il faut savoir, c'est souvent on va être sollicité avec vocation d'arriver sur de la création ou des choses comme ça. Et aujourd'hui, on n'est pas des fonds venture. Ça veut dire qu'on peut accompagner certains business models qu'on connaît vraiment bien sur de la création, mais sur des business models innovants, c'est assez compliqué. Et donc vraiment faire financer juste de la R&D, etc., c'est des choses qu'on fait, mais vraiment à la marge. Aujourd'hui, là, on a vraiment la plus grosse plus-value, c'est justement au moment où on sent qu'il y a de la traction commerciale, qu'il y a un intérêt du marché pour la solution, mais que l'entrepreneur se dit là, j'ai un virage où je dois aller assez vite pour justement déployer commercialement ou améliorer des process ou financer certains actifs. C'est là que le banquier a vraiment du sens, parce qu'il va justement permettre sur certaines levées de fonds de faire déjà un levier sur la levée de fonds. C'est aujourd'hui, je pense, 80% de notre activité, c'est déjà d'aider à faire du levier bancaire sur les levées en equity. Mais pas que. On est très bon, on va dire, dans tout ce qui peut être process de financement industriel via des outils, finalement. On se dit souvent quand on est une start-up qu'on n'a pas droit à certains outils de financement assez classiques comme le crédit bail ou des choses comme ça. Alors que justement, c'est des outils qui sont parfaits pour financer certains process industriels. D'accord, donc il y a une adaptabilité en fonction de la maturité de l'entreprise, mais aussi du secteur d'activité. Tout à fait. Je veux dire, aujourd'hui, ça va être, on va essayer de porter un regard sur vraiment les leviers qu'on peut activer, type mobiliser le poste client, ces choses-là. Enfin, des choses où on va faire un peu le lien justement entre notre métier de banquier traditionnel classique, mais adapté à ces nouveaux business models et toujours, on va dire, à chercher à faire bénéficier le plus de ressources possibles aux entrepreneurs qu'on accompagne. Je vais rebondir sur un sujet qu'a légèrement abordé Maurice, les fintech. Comment tu te positionnes au sein de la caisse d'épargne? Est-ce que tu les observes comme étant des clients, des concurrents, les deux? C'est quoi le positionnement? C'est un peu des deux, et je dirais même un troisième axe, c'est aussi des fois comme des produits complémentaires. On a surtout nous au sein du... Alors là je vais parler plus au sens global, au sein du groupe BPCE, dont fait partie la Caisse d'épargne de France. On a intégré aujourd'hui des fintech dans notre offre qu'on propose à nos clients entreprises ou particuliers. Donc aujourd'hui on regarde les fintech d'assez près. Ce qui des fois peut nous déranger, c'est que souvent il y a des business models de fintech qui sont un peu basés sur des vides juridiques. Alors on fait toujours en sorte que ces modèles-là soient backés par la CPR pour être sûr que derrière, il n'y ait pas de petits sujets réglementaires qui puissent pénaliser ces business models. Mais je dirais que c'est un ensemble. On ne regarde pas ça directement comme des concurrents parce que les fintechs ont su adresser des sujets où nous, institutions bancaires un peu plus traditionnelles et avec une entropie un peu plus difficile à bouger, ont su adresser rapidement sur le marché. Mais je pense que c'est des sujets qui sont assez complémentaires des nôtres finalement. Tu as des outils un peu particuliers à nous mettre en avant, particulièrement sur la croissance pour aider les jeunes entreprises innovantes qui sont justement sur cette accélération? Alors oui, aujourd'hui, nous, on a l'avantage en Caisse d'épargne de France de distribuer un outil de financement qu'on appelle le prêt innovation. On n'a pas été très original sur le nom. Mais le gros avantage, c'est que c'est un dispositif qui est aujourd'hui accompagné de garanties européennes qui sont assez solides pour une banque, parce que c'est contre-garanti par le Fonds européen d'innovation. Ce qui nous permet, nous, en tant que banquier, de pas juste regarder par finalement l'analyse risque très classique, parce qu'on se dit, quelque part, on a des aides publiques derrière qui vont nous aider à accompagner les entrepreneurs.
Ça, aujourd'hui, on va être une des rares banques, justement, avec la nef, à pouvoir proposer encore ce type de produit. Mais aussi, on a d'autres, on va dire, un peu produits sur mesure pour les startups, notamment pour tout ce qui est accompagnement sur l'e-commerce, la monétique, etc. On travaille justement avec des fintechs sur l'aide à la mise en place de la gestion des flux de trésorerie de l'entreprise ou de la monétique, et aussi des fois des sujets d'ingénierie sociale, etc. Notamment le groupe BPCE maintenant est actionnaire de Swile. Donc c'est des choses qu'on peut proposer à nos clients. On n'est pas là juste pour faire du financement, mais on a vraiment tout un panel d'offres, entre guillemets, pour s'adapter aux besoins de chacun. D'accord. Vous venez aussi prescripteur, voire sponsor des entreprises dans lesquelles vous avez apporté une contribution. J'aime à dire lors du premier rendez-vous que je peux accompagner de la première levée de fonds jusqu'à l'IPO. Bon, IPO, donc entrée au marché, au second marché. C'est quoi ta deuxième casquette? J'ai vu que tu étais responsable innovation et green tech. Alors, sur le green business, aujourd'hui, je suis en fait responsable aussi de tout l'accompagnement des offres en lien avec la transition énergétique pour les entreprises. Donc là, décarbonation, mais pas voilà. que de la tech du coup. Pas que de la tech, C'est donc tout aussi des PME et ETI classiques, Ouais. mais où effectivement là on raisonne énormément en logique d'écosystème, où on sait qu'il y a des acteurs qui sont un peu spécialisés justement. Et alors l'année dernière a vraiment été un accélérateur avec la guerre en Ukraine sur la prise de conscience que la maîtrise du bilan énergétique d'une entreprise finalement était aussi un des gros leviers de développement pour le business. Et aujourd'hui c'est mon rôle justement, et que je mêle un peu avec la tech, c'est de savoir quels enjeux, on va dire, développés par la tech ou par des acteurs traditionnels peuvent matcher justement avec les besoins des entreprises sur tous ces enjeux de transition écologique. Ça peut être de la réflexion sur déjà où prendre le sujet du bilan carbone pour des PME, parce qu'aujourd'hui le bilan carbone c'est une notion qui émerge seulement au sein de certaines entreprises. Autant pour les grands groupes c'est une notion qui est maîtrisée, mais pas pour les PME. Mais aussi de savoir quel dispositif de mobilité certains de mes clients par exemple peuvent proposer moi aujourd'hui à des clients PME ou grands comptes qu'on a dans nos centres d'affaires en fait. Donc c'est aussi mon rôle, c'est de jouer un peu cet élément de mise en relation dans l'écosystème à chaque fois entre potentiellement des clients start-up ou des clients scale-up avec des clients grands comptes, et même des fois pourquoi pas nous en tant que Caisse d'Épargne de France être clients aussi en propre des solutions innovantes qu'on accompagne. Je comprends. Est-ce que c'est pas, Mathilde, une sorte de concurrence du coup? Vous avez mis un accent fort sur le green, le bio pendant 40 ans. Et là, tu as des banques qui n'y allaient pas par prudence et qui y vont. Comment tu perçois ça? À la nef, on a un bilan qui vaut 1 milliard d'euros. Donc on est vraiment tout petit quand on se compare avec les banques traditionnelles. Et malheureusement, on ne peut pas faire tout seul. Donc je ne dis jamais qu'on est concurrent de la Caisse d'épargne, qu'on est concurrent du CIC, qu'on est concurrent de n'importe quelle autre banque traditionnelle qu'on peut trouver aujourd'hui et qui ont pignon sur rue. En fait, on est tout simplement une banque qui est complémentaire, déjà parce qu'on n'a pas tous les services que peuvent proposer une banque traditionnelle à la nef. On est surtout une banque de financement, on n'a pas les outils de court terme, il nous manque pas mal de choses dans le portefeuille. Donc effectivement, aujourd'hui, on est un complément des banques traditionnelles, on travaille avec eux. Aujourd'hui, on n'est pas en capacité de prendre tous les risques, et heureusement qu'ils le prennent aujourd'hui pour le prendre avec nous. Et nous, on est toujours très heureux de travailler avec une banque traditionnelle parce que ça assure plus de services aux clients, ça assure aussi une légitimité sur les projets parce que validé par 2 comités dans 2 banques différentes sur les projets. Donc tout ça, c'est beaucoup plus rassurant pour nous et partager les risques avec des banques qui ont plus les moyens, ça fait complètement sens, quoi. Ça dilue le risque et on va dans le sens, dans l'ADN du positionnement de valeur initiale de la nef. Alors tout à l'heure, tu as dit que c'était innovant il y a 40 ans, les sujets de financement que vous abordez, ça l'est moins ou plus aujourd'hui, puis véritablement, puisque c'est ancré dans les valeurs, dans le quotidien, tant mieux. Alors, c'est quoi les pistes d'avenir, du coup, sur lesquelles vous commencez à vous projeter, les pistes d'innovation 2.0? Nous, on reste hyper ouverts, en fait. Nous, à la nef, et depuis toujours, ce qu'on regarde en premier, c'est les valeurs du projet. Enfin, nous, c'est... Est-ce que le projet est engagé sur des valeurs soit environnementales, sociales et culturelles, mais ça ouvre en fait la porte à plein de choses. Et là-dessus, on reste complètement ouvert. Et on attend juste que les gens viennent vers nous, qu'ils nous exposent leurs projets. Et si on voit que ça a un bon impact, on va y aller. En tout cas, on va étudier le projet.
Et parfois, on a des doutes. Alors, il y a des débats en interne sur l'impact. Est-ce qu'il peut être financé par la nef? Est-ce que l'impact est suffisamment important pour être financé par une banque comme la nôtre? Est-ce que nos sociétaires et nos épargnants seraient d'accord pour, du coup, confier leur argent à un projet qui est si innovant et qu'on n'a jamais vu par ailleurs? Et là-dessus, c'est toute la force de la nef, c'est le sociétariat qu'il y a derrière, et du coup, les discussions qu'on peut avoir soit en interne ou soit avec, du coup, les sociétaires de la coopérative. D'accord. Tu t'appuies sur des labels B Corp, société à mission, des choses qui sont déjà en place pour justifier d'un certain sérieux et d'un certain engagement d'entreprise qui viendrait vous solliciter éventuellement? On est attentif, mais je pense pas que ça fasse l'objet d'une case à cocher. En tout cas, on va être attentif là-dessus. Après, nous, on est très sensible à l'agrément ESUS qu'on a à la nef, qui du coup montre que l'entreprise fait partie de l'économie sociale et solidaire. Mais à la nef, on reste très ouvert là-dessus et effectivement, ça va nous intéresser, mais sans que ce soit un critère indispensable pour du coup obtenir un financement chez nous. Tu peux parler un petit peu des offres que tu mets à disposition? Alors, on pourrait peut-être se dire que c'est les mêmes offres qu'on peut trouver dans une banque un peu plus classique. C'est plus light. Alors, si c'est plus light, on va faire un overview rapidement. Financement, donc on est sur du prêt, j'imagine, à court moyen terme. C'est ça. Alors, à la nef, on fait des prêts entre 15 000 et 4 millions d'euros, donc une grosse diversité de projets. On sait mettre en place les différences, ce qui est important sur le financement de l'innovation à la nef. On a même ce qu'on appelle, c'est pas noté ici, mais des prêts d'amorçage et des prêts croissance qui peuvent du coup permettre au projet de bénéficier d'un différé de 24 à 36 mois. Donc c'est intéressant pour du coup les structures qui sont sur des modèles start-up. Et ensuite, en fait, à la nef, on a toujours essayé de chercher à faire une offre qui est complètement lisible et la plus simple possible. En fait, on voulait retourner sur un métier historique du banquier en disant vous pouvez placer votre argent et vous pouvez emprunter à la nef. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et on ouvre aussi des comptes professionnels du coup à nos emprunteurs et même à ceux qui ne sont pas emprunteurs à la nef. Mais c'est des comptes qui aujourd'hui ne sont pas équipés de moyens de paiement, par exemple. Par exemple, je n'ai pas de carte bleue à la nef, je ne gère pas du tout les espèces, il y a plein de choses que je ne gère pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un modèle qui permet de faire des flux via une application en ligne. Et sur l'investissement ? Alors, on propose du coup à tous nos emprunteurs, enfin, on oblige même tous nos emprunteurs à devenir sociétaires de la coopérative, tout simplement parce que la nef, c'est une grosse tirelire. En fait, on fonctionne vraiment en circuit court de l'argent. On ne se finance pas du tout sur les marchés financiers. On ne fait pas de spéculation. C'est vraiment des épargnants qui nous confient leur argent pour qu'on prête à des projets innovants, engagés, etc. Donc, en fait, quand vous obtenez un emprunt à la nef, vous pouvez vous bénéficier de cette énorme tirelire dont on dispose. Et ce qu'on dit dans ce discours d'investissement, c'est que vous avez du coup bénéficié de l'argent de la coopérative, donc mettez quelques pièces pour les suivants, ça nous permet de nous développer et du coup de continuer à accompagner des projets comme les vôtres hyper engagés. Bon. Merci beaucoup pour ces précisions. Une question qui revient un peu à l'ensemble de vous trois, c'est la question que j'ai posée tout à l'heure, quel est le bon moment de prendre contact avec une banque? J'ai compris que c'était dès qu'on est prêt. Au final, il n'y a pas de bon moment, plutôt au mieux presque, même s'il faut quand même qu'il y ait une traction et quelque chose à montrer. Mais vous avez aussi un rôle de conseil, donc c'est important aussi d'y aller peut-être même un peu trop en amont plutôt que trop tard. Par contre, tout au long de la vie de la start-up, on va vivre des phases différentes. Est-ce que vous êtes en mesure d'accompagner ces entreprises tout au long de ces différentes phases ? Ou alors vous êtes plutôt spécialisé sur certaines d'entre elles, l'amorçage, ou plutôt l'hypercroissance, ou peut-être d'autres phases. Je reviens vers toi, Romain. Est-ce que sur ton axe développement d'innovation, est-ce que tu as des phases privilégiées qui sont un peu plus mises en avant au sein de la Caisse d'épargne ? Non, pas spécifiquement de phase privilégiée, justement. Aujourd'hui, moi, si je prends le nombre de clients que je suis, sur la région, j'en suis à peu près une 60aine. Ça peut être aussi bien des fois des projets qui sont vraiment en phase d'amorçage où les premiers contrats viennent d'être signés, que certains où la dernière levée de fonds se compte en centaines de millions d'euros, en fait. Donc il n'y a pas vraiment de cible privilégiée. Nous, ce qu'on va plus regarder, c'est ce qui nous tient à cœur, on va dire, en tant que banque régionale, et là où on est assez raccord avec la nef,
c'est, on va dire, à la création de valeur de la société, surtout à l'échelle de la région. C'est-à-dire, je travaille pour la Caisse d'épargne Hauts-de-France, donc les fonds propres aujourd'hui qu'on a ont surtout vocation à d'abord financer l'économie régionale. Donc ça va être un peu un critère, on va dire, de sélection qu'on va regarder, c'est cet attachement à la région. Après, sur la phase de développement, comme je disais, sur la R&D, on sera moins bon que certains acteurs comme BPI, etc., qui vont avoir toute une palette de subventions, de produits vraiment spécifiques pour ces phases d'innovation. Mais rien n'empêche nous déjà de nous solliciter parce que en tant que justement acteur de l'économie régionale, on travaille énormément avec que ce soit l'écosystème de capital investissement. On est actionnaire nous-mêmes déjà de certains fonds qui aujourd'hui font de l'amorçage ou de l'accompagnement d'innovation. Et donc le fait de venir taper chez nous assez tôt, on peut mettre en relation aussi avec les bonnes personnes et avec certains bons comités d'investissement. C'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, notre rôle en tant que banquier d'innovation, c'est vraiment pour vous un relais, on va dire, d'affaires et un premier chef de gare, entre guillemets, pour vous aiguiller vers la bonne gare selon vos besoins et selon votre stade de développement. Mathilde, c'est la même chose chez la Nef ? En tout cas, moi j'invite les personnes que je rencontre à me contacter dès qu'ils ont envie, et moi je m'en fiche si c'est trop en amont et si je peux pas intervenir tout de suite. Au moins on se connaît, ils connaissent mes critères, ce que je demande, quels documents j'ai besoin pour analyser un dossier, etc. Et même si on se revoit que dans 6 mois, c'est pas très grave, ou même dans 1 an, au moins on se connaît et on est prêt à avancer ensemble au fil du temps. Après, nous alors à la Nef, globalement, hors cadre innovation, mais de manière générale, on finance beaucoup la création à la Nef. Je pense que c'est notre particularité. 50% des projets qu'on accompagne sont de la création. Sur les startups, on a besoin quand même de quelques éléments pour du coup analyser le projet et comprendre le risque qu'on prend. Et là-dessus, on va regarder 2 éléments qui sont du coup l'attraction commerciale au même titre que du coup Romain, et on est aussi vigilant sur la sécurisation de fonds. Parce que en fait, on n'a pas les outils, on n'a pas les moyens aujourd'hui d'intervenir quand les fonds propres ne sont pas sécurisés dans les projets de start-up. Une banque, ça reste avant tout. C'est pas notre rôle en fait. Autant je pense que les grosses banques, peut-être qu'elles prennent un peu plus de risques, même si le levée de fonds, enfin comme tu disais, tu fais levier pour les fonds d'investissement, etc. Nous, à la Nef, on ne sait pas bien gérer ça et on n'a pas les moyens de prendre ce risque-là. En tout cas, ce que je retiens de vos 2 réponses, c'est que les critères, c'est pas forcément la phase de maturité de l'entreprise, mais ce sont des critères qui vous sont propres en tant qu'organisme. Vous êtes d'ailleurs souverain, vous avez vos propres critères, après avec des spécificités, critères régionaux, des critères liés à l'impact, l'engagement. Maurice, est-ce que la Banque de France a un moyen de pression, de médiation, d'obligation des différents bancaires qui sont souverains pour aller aider une start-up qui n'a pas trouvé le financement ou le prêt dont elle a besoin pour maintenir ses emplois et la bulle d'oxygène nécessaire? Alors la Banque de France, c'est une banque centrale en fait, hein, c'est le banquier des banques quelque part. Mais on n'utilise pas cette relation. On est au cœur de la relation, donc on connaît l'écosystème des banques et du financement plus largement, mais on ne l'utilise pas avec une casquette d'autorité pour obliger quiconque à investir ou à financer. Jamais, ça n'a jamais été le cas. Même pas la BPI? Même pas la BPI. On a d'excellentes relations avec toutes les banques, y compris avec la BPI, notamment avec la BPI, parce qu'ils sont souvent au premier cran, au premier pignon d'amorçage du cran du financement. Quand je parle d'amorçage, c'est pour amorcer le financement, je ne parle pas du CID. Mais souvent avec la BPI, parce que la BPI aussi est très attentive aux cotations qu'a la Banque de France, et quand il n'y a pas de fonds propres, il n'y a pas de bonnes cotations. Et donc on va imaginer que finalement, un dossier pour lequel la BPI ne peut pas investir, c'est un conseiller de la BPI qui va nous appeler, un peu comme Romain peut appeler également Peggy, c'est un peu la même idée. Il va nous appeler. Donc vous avez un réseau de financement, d'acteurs de financement qui est maillé. C'est un réseau de l'invisible, hein, si vous voulez, mais les acteurs, ils se connaissent, hein, c'est un écosystème ici. Donc la banque, elle n'a pas d'autorité pour déclencher un financement, mais la Banque de France, elle a une expertise en matière de financement des entreprises à travers les bilans, donc elle peut très bien, un de ses analystes, un de ses correspondants peut très bien appeler une banque en disant « ce serait peut-être bien que tu regardes ce dossier parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu bizarres ». Le contraire est vrai. Donc on utilise ce réseau. En fait, ce qui est important, dans le financement comme dans le maillage ici, c'est la confiance qu'on a.
on se connaît, on connaît l'acteur en face. Et quand quelqu'un m'appelle en me disant tu devrais regarder ce dossier parce qu'il y a un truc qui bloque, on va prendre un moment. Et c'est parce qu'on a cette expertise, ce réseau, ce maillage et aussi cette historique de la relation à la Banque de France qu'on a été, depuis 2008, on a développé un service qui s'appelle la médiation du crédit. Et c'est pour intervenir auprès des banques, pour favoriser le dialogue, parce qu'en fait, finalement, dans ce qui ne marche pas, dans 50% des cas, il y a un peu une rupture du dialogue. Et donc, je n'ai pas d'informations, mais je ne m'engage pas. Donc dans 50% des cas, c'est une rupture d'échange, donc de confiance, qui ne pourrait pas redémarrer sans l'intervention d'un tiers légitime qui est la Banque de France. C'est souvent le cas quand on est multi-bancarisé. Parce qu'en fait, il faut à la fois maintenir un dialogue régulier avec non pas son, mais ses banquiers. Et quand on met en place une nouvelle ligne, il faut informer les 3 ou 4 banquiers à peu près en même temps. S'il y en a un qui ne part pas, du coup, les 3 autres ne partent pas non plus. Et il faut imaginer que tout ça, ça se met dans une dynamique où personne n'a le temps de rien. Parce que tout est complètement automatisé, ça se met en place, il faut remplir un dossier, on n'a jamais le temps de discuter avec quelqu'un. Et ce qu'on met, nous, à votre disposition, à travers ce réseau des correspondants, c'est un analyste, c'est un correspondant, c'est une personne que vous pouvez contacter, et qui, possiblement aussi, a la possibilité de vous mettre en relation avec notre banque, notre acteur du financement, avec ce réseau, cet écosystème dont tu fais partie aussi avec French Tech Central, etc. Donc voilà, on travaille ce réseau avec la même idée, qui est de soutenir l'innovation, les entreprises et les entrepreneurs. Écoute, merci. Tu as raison de le rappeler. French Tech Central, c'est aussi un lieu de rencontre. Alors, soit avec nos partenaires bancaires privés, quand ils sont partenaires et engagent des rencontres en one-to-one dans la Secret Room, ou font des masterclass ou des workshops, mais également avec notre partenaire public BPI et la Banque de France, pour des rencontres aussi individuelles. On a une super team régionale qui s'investit particulièrement pour le bien et le développement de nos entreprises quand l'entreprise le mérite. Et ça, on le voit vite sur des critères de base. Il n'y a pas de l'affect, c'est avant tout une entreprise, c'est un centre de profit. Et donc, elle doit faire du résultat net à un moment ou à un autre, en tout cas du chiffre d'affaires. Et donc, ça fait partie quand même de la base. Merci pour ces échanges. On se prend quelques minutes. On a 3-4 minutes de retard, mais on va quand même se prendre quelques minutes pour des questions, éventuellement, de notre audience ici. S'il y en a, si ça a été clair. Alors, j'en ai 2 là. Non, pour nos auditeurs en ligne, alors, c'est en mousse, donc normalement, ça fait mal, mais ça laisse pas de traces. Oui, bonjour. Avec le contexte actuel, est-ce qu'il y a moins de prêts qui sont délivrés à des entreprises que l'année dernière ou qu'il y a 2 ans? Et puis, quelles sont les évolutions en fait, des taux d'emprunt? Est-ce qu'il y a des conditions qui se sont un peu durcies? Est-ce que les taux se sont un peu envolés? Voilà, est-ce qu'il y a moins de prêts du coup qui sont... Est-ce que les critères sont plus resserrés? Voilà un peu les questions que je pourrais avoir à ce stade. Est-ce qu'il y en a moins en volume? Je dirais que non. En termes de montants, les montants, je pense, oui, ils sont un peu plus faibles, sans que ce soit la fin non plus, loin de là. Mais après, je pense sur 2021 et début 2022, on était sur des montants aussi déjà de levée de fonds en equity qui étaient assez records, etc. Donc de base, sur les financements, comme je disais, vu qu'il y a beaucoup d'effets de levier sur les levées de fonds, bah forcément les montants de financement avaient fortement grimpé sur 2021-2022. Donc là, je pense que oui, effectivement, il y aura quand même un peu moins, on va dire, de montants records faits sur des leviers bancaires, pour 2 choses. La ressource pour les banques qui, mine de rien, est moins disponible qu'à l'époque de l'argent gratuit parce que la BCE prêtait à taux négatif et que tout le monde se refinançait facilement. Mais ça ne veut pas dire que les acteurs bancaires seront plus présents, loin de là. Je pense même que ça va justement, si on reprend un peu le lien avec les fintech, etc., quand on voit, pour ceux qui ont suivi l'actualité récente, ce qui s'est passé avec la Silicon Valley Bank, le fait aujourd'hui de retourner vers une banque traditionnelle, ça a du sens. Parce que si je prends l'exemple de la nef, Mathilde le disait, 1 milliard de fonds propres. Nous, Caisse d'épargne Hauts-de-France, 4 milliards de fonds propres. Donc quelque part, même pour les entreprises, c'est rassurant de se dire je retravaille avec une institution bancaire qui, si demain il y a des risques systémiques ou autres, on sait qu'ils ont, entre guillemets, le bilan pour faire en sorte que l'argent que j'ai levé ne soit pas perdu. Ce qui est le cas à la SBV actuellement. Donc pour cette question des montants de financement, il y en aura toujours. Il y aura toujours des financements à innovation, ne serait-ce
que grâce à des acteurs publics comme la Banque de France ou BPI qui justement sont là pour aider les banques à justement adresser ces marchés et aussi via de la subvention et des garanties, faire en sorte qu'il y ait une dynamique dans l'écosystème. Par contre, oui, je pense que les montants, on sera loin des records affichés en 2022 et 2021. Une dernière question ? Non ? C'était la même. Formidable. Je pense qu'on peut remercier nos... Tu voulais... J'avais juste une chose à dire, justement sur l'aspect qui était abordé, concurrence, justement, est-ce qu'on se voit comme des concurrents ? C'est, je pense, plutôt ça, sur le point sur lequel je veux insister, c'est justement l'aspect accompagnement bancaire, l'innovation est finalement assez vertueux, où d'une enseigne à l'autre, on échange facilement entre banquiers concurrents d'enseigne, parce que justement, comme le disait Mathilde, c'est nous, le fait qu'un autre banquier veuille accompagner un projet, c'est plutôt un signal positif, parce qu'on se dit, tiens, il n'y a pas que moi qui pense que l'idée est intéressante. Donc moi, je vous encourage souvent, d'ailleurs, assez rapidement, autant sur de la PME, ils vont garder un interlocuteur bancaire pendant longtemps. J'ai envie de dire, en innovation, dès l'amorçage, si on est deux, ça nous va bien. Parce que ça permet justement, en approche de risque, voilà, de diluer. Justement, sur la question sur les montants, de se dire, peut-être qu'une banque va peut-être plus mettre 500 000 là où elle aurait mis il y a un an, mais elle voudra bien mettre 250. Et un autre acteur voudra bien mettre 250 aussi. Ce qui permet à tout le monde de travailler dans une logique vraiment, comme je vous dis, d'écosystème qui est intelligente et qui profite à tout le monde. C'est bien dit. Non, avec le micro, s'il vous plaît. Est-ce que du coup, dans le cadre d'une négociation d'un pool bancaire, donc c'est plus rassurant, j'imagine, parce qu'il y a plusieurs acteurs, mais du coup, est-ce qu'il y a des conditions ? Parce que souvent, quand on va avec une banque, elle a envie de nous avoir comme client, en fait. Et vous êtes ? Geoffroy. De Glace, une société plutôt industrielle. Ok, merci. Alors, ça j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a des conditions si c'est des conditions financières, j'ai envie de dire, là c'est à l'arbitrage du client de choisir entre guillemets les conditions financières qui vont le mieux aller pour lui. Non, on ne va jamais demander de conditions à ce qui est minimum un autre acteur ou autre. Si le plan de financement, par exemple, prévoit 2 acteurs pour, disons, 1 million d'euros ou autre à 500 000 chacun, là oui, souvent on va mettre un accord sous réserve qu'il y a un autre acteur comme prévu dans le plan de financement présenté. C'est un peu ces conditions-là. C'est-à-dire que nous, si on nous présente un BP qui implique la présence de 3 banques pour tel montant, là, on mettra... Moi, ça ne me dérange pas des fois d'aller devant mon comité de crédit en premier banquier du pool bancaire, aller chercher l'accord avant tout le monde, s'il faut rassurer les autres, mais je mettrai une réserve, par contre, sur mon financement, sous réserve de l'accord des autres. Après, il y a sur des gros projets industriels, là, et nous, on le fait très bien en Caisse d'épargne de France, à l'ANF, je ne sais pas si ça fait partie, mais il y a de l'ingénierie financière qui existe aussi, où là, on peut même nous faire des mandats, où on se fait agent principal du pool bancaire, c'est-à-dire que nous-mêmes, on va chercher les accords auprès de toutes les banques. On s'occupe également de la mise en place des garanties pour toutes les banques. Donc ça, c'est des services qui sont aujourd'hui proposés par les banques de l'écosystème innovation et qui, dans un contexte aujourd'hui de raréfication justement de la ressource financière, peut avoir du sens parce que ça va permettre, on va dire, de rassurer tout un pool bancaire et de pouvoir accompagner facilement des projets. Pour moi, ma question est pour Maurice, au Banque de France. Alors, tu es je suis Abderrahim, directeur de Feed Me France, une start-up dans l'écosystème. On a vu dernièrement la chute des SPV, du coup, le Silicon Valley Bank, et du coup, et surtout que c'était la banque qui était la banque des start-up de Silicon Valley. Et après, on a vu là aussi l'intervention de fédéral américain pour sauver tout le cash des start-up. Est-ce que la Banque de France, il a réfléchi, on va dire au moins 1 heure ou 2 heures, pour dire c'est demain une des banques françaises? Parce que surtout qu'on voit, nous ici, on est riche quand même des banques qui accompagnent les startups et nos banques innovantes. Et du coup, est-ce que Banque de France, il a mis des règles pour vraiment garantir le cash des startups? Ok. Écoute, merci de ta question. Au moins, ça donne l'occasion de pouvoir reprendre l'actualité et puis aussi les propos du gouverneur. Je vais essayer de m'appliquer à restituer au mieux. Très rassurant, hein. C'était lundi matin. C'était lundi matin. Vendredi matin, pardon. Voilà. Oui. Mais il est passé à 2 reprises, donc j'ai pas trop de... il y a, alors en France, aux États-Unis, les grandes banques, en fait, elles sont régulées par des accords, et ça concerne, et ces accords qu'on appelle, y compris en Europe, les accords de Bâle, en fait, parce que c'est là où ça s'est décidé. Bâle il y a 3. 13 il y a 13 grands établissements qui sont dits systémiques, c'est-à-dire que c'est comme un effet domino, s'il y en a un qui tombe, il entraîne les autres,
qui sont dedans. Je crois que SVB était une des 16e grandes banques, donc elle n'était pas couverte là-dessus. En Europe, il y a 400 banques qui sont concernées, c'est-à-dire qu'en fait, on a voulu, en Europe et en France en particulier d'ailleurs, soumettre l'ensemble des établissements de crédit, ou la très grande majorité des établissements de crédit, à un suivi de règles prudentielles, avec un niveau de fonds propres, un niveau de liquidité, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est une asymétrie de liquidité, et donc après une injection, puis une réaction extrêmement rapide. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'à la Banque de France, toutes les banques, alors on va dire, soit elles sont régulées par un régulateur qui est l'autorité de contrôle prudentiel de résolution. Tu as parlé tout à l'heure de l'ACPR, donc ça me donne l'occasion de décrypter l'acronyme. Hein. Et donc elles sont suivies par nos analystes, c'est-à-dire que ce sont des analystes de l'ACPR, de cette autorité, qui vont sur place, qui contrôlent, qui vérifient tous les encours, toutes les opérations, le montant de fonds propres, etc. Au passage, la cotation, c'est un élément de benchmark des fonds propres et de pondération aussi du niveau de risque. Et donc ça nous permet de dire que nous savons que les banques de France sont résilientes, nous savons que les banques en France sont résilientes, nous savons qu'elles ont un niveau de fonds propres qui est largement supérieur à celui qui est demandé par les accords de Bâle, niveau 3. On peut parler de matelas financier, hein, avec de l'argent qui dort, beaucoup trop, mais qui permet de... C'est une de nos spécificités. La plupart des prêts, plus de 90-95% des prêts qui sont faits sont des prêts à taux fixe, hein, pas du tout le cas au Royaume-Uni, donc on est sur du variable. Donc on n'a pas ce risque de taux, on n'a pas ce risque de change parce qu'on est en Europe. Et en fait, on a des banques qui sont résilientes et solides. C'est pour ça qu'on a dit, nous, on sait très bien que l'écosystème en Europe des banques, il est solide. Et on garantit, en fait. Hein. Il y a même un système de garantie au cas où il y a une défaillance, parce qu'on n'est pas dans l'absolu de toutes les opérations, mais on garantit aussi qu'il puisse y avoir une intervention rapide. Donc la réponse est non, le risque n'est pas le même que ce que a pu vivre le risque est ni le Crédit Suisse, ni le Crédit Suisse, qui est quelque chose de spécifique qu'on suivait depuis plusieurs années. On sait que c'est une entreprise qui avait des difficultés, alors que l'autre, de toute façon, la Banque de France et la Banque Centrale Européenne n'ont pas mandat en Suisse et n'ont pas mandat aux États-Unis. Hein. Et donc ni une banque régionale. C'est combien la garantie en Banque de France? Il garantit combien? Alors, en France, toutes les opérations, c'est 100 000 euros. Le niveau de garantie pour tous les particuliers. Un particulier, 100 000 euros dans une banque, il sera systématiquement payé. Mais de toute façon... Si une start-up il a 5 millions d'euros, il est garanti à hauteur de combien? Ça reste 100 000 euros, mais là, ce que vous dites, c'est dans le cas où il y a une défaillance de la banque. Je le vois même pas. Je vois même pas comment c'est possible. C'est juste ça. Too big to fail. On va s'arrêter là. Vous pourrez continuer vos échanges après, mais en tout cas, on est plutôt rassuré sur l'ensemble de notre table ronde qui est l'innovation aujourd'hui est finançable. C'est pas magique, mais en tout cas, il y a une évolution incroyable entre les débuts de la French Tech, qui était aussi un outil d'aide à la confiance des financeurs qui n'y allaient pas ou très peu, ou alors c'est des financeurs très spécifiques. En 2013, aujourd'hui, 10 ans plus tard, on se rend compte qu'on a une vraie évolution de ces financeurs. Il y a encore du chemin, ça, faut se l'avouer, mais il y a la BPI et la Banque de France qui sont là, un peu comme si ce n'est des régulateurs, au moins des facilitateurs et aussi des organismes de garantie qui permettent d'aller un peu plus loin. Merci beaucoup pour ces échanges. Je pense qu'on peut encore les applaudir avant de passer à notre prochaine table ronde.